la nuit du trading 6. Bonsoir à toutes et à tous. Nous sommes donc en direct avec Marc Daguerre, donc de DT Expert, et nous allons pendant une heure vous parler donc trading avec les marchés US, puisque nous sommes en direct et donc nous allons screener quelques marchés. Nous allons aller voir du côté des indices, mais également du côté des actions. Donc, je suis accompagné de Marc Daguerre, qui est spécialiste donc, sur les produits turbo, en l'occurrence. Et donc, Marc va nous apporter son expérience sur ce type de produit. On ira également, pendant cette présentation, voir du côté de la plateforme IG le fonctionnement, notamment des turbos. On ira d'ailleurs passer des ordres. Je rappelle qu'ici, on utilise, dans le cadre de cette présentation, un compte de démonstration que je vous montrerai d'ailleurs en fin d'émission. Comment l'obtenir? C'est gratuit d'ailleurs. Que vous soyez client ou pas client, vous allez pouvoir donc tester les différentes stratégies sur Turbo. Mais avant de commencer, nous allons mettre à l'écran un avertissement classique lorsque nous proposons donc ce type de formation. Ce qui est à retenir, bien sûr, c'est que cette présentation est uniquement à titre indicatif. Elle ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Donc, Marc, je te propose de démarrer. Donc, sur le marché US, donc, je vais reprendre la plateforme de démonstration donc Turbo, plateforme de démonstration donc IG. Je vais donc me connecter, voilà, et nous sommes donc ici à l'écran avec. Alors, par quel sous-jacent souhaites-tu démarrer ? Écoute, Christophe, déjà, bonsoir à tout le monde. Merci de nous suivre en direct de cette 6e nuit du trading avec mon partenaire IG. On avait dit que comme on était, comme tu l'as dit, en direct et qu'on est dans la nuit du trading, donc on est actuellement à des heures où le marché américain est encore ouvert, avec le décalage horaire, bien sûr. Donc, je propose qu'on fasse effectivement d'abord un petit tour d'horizon des 3 indices dans l'ordre que tu le souhaites, pour voir un petit peu où on en est déjà de façon globale, où on en est aujourd'hui sur les marchés. Et notamment, comme on va le voir, après une année 2022 qui a été quand même assez tumultueuse, et parce que marquée à la fois par la montée de l'inflation, par la crise géopolitique en Ukraine, et donc également la crise des matières premières qui a pu s'en suivre. On sait que l'année 2022 aura été une année baissière malgré tout. Alors, je montre simplement à l'écran, Marc. Puisque, en effet, sur les turbos, il est possible de négocier donc, différents types de classes d'actifs, aussi bien les indices, les matières premières, les actions, mais également donc, les devises ou les crypto-monnaies. Ce soir, donc, on va parler indices et actions. Donc ici, nous allons prendre pour démarrer l'indice le plus important sur le marché US. On va parler donc du S&P 500. Donc je choisis ici dans la partie indice, nous allons choisir US 500. Et voilà, donc j'affiche le graphique à l'écran. Voilà, parfait. Alors, si tu peux resserrer un peu le graphique pour moi dans un premier temps, parce que, voilà, évidemment, merci. Donc, ce qu'on fait, nous, très régulièrement, en tant qu'analyste technique, graphique, c'est qu'on va essayer de voir un peu la vue d'ensemble dans un premier temps. On voit, en observant ce graphique, de façon assez aisée, finalement, qu'on était dans un marché haussier, que, de toute façon, les indices, en général, et particulièrement les indices américains, restent sur des tendances globales de fond haussières. Et on voit ici qu'à partir de, très exactement, fin 2021, début 2022, on est rentré dans ce qu'on appelle une phase de correction, dans un premier temps. Alors pourquoi phase de correction ? Parce que la baisse qui a eu lieu en 2022 n'a pas été assez violente, quand bien même elle a été importante, pour envisager une reprise de tendance baissière. Sur les marchés, on a toujours la même question, c'est-à-dire qu'on va être soit en tendance, auquel cas, c'est plutôt agréable, entre guillemets, notamment quand la tendance est haussière, soit on est dans des corrections de tendance, qui sont des phases de marché beaucoup plus difficiles à appréhender, qui sont également parmi certainement les plus intéressantes, parce qu'elles sont censées générer des points d'entrée qui vont être les plus intéressants. Et je rappellerai une chose, c'est qu'à chaque fois qu'un marché va dans un sens et qu'il entame un mouvement dans l'autre sens, la question qu'on se pose tous, en général, c'est est-ce que ce mouvement inverse va être un retournement de tendance ou est-ce que ce mouvement inverse va être une correction de la tendance qui va nous permettre de pouvoir se repositionner sur la même tendance? Alors justement, la Marc, on est sur le S&P 500. Quelle est la tendance? Quand on regarde comme ça, de but en blanc, le graphique,
Alors, on avait dit, Christophe, avant de démarrer, pas de questions pièges. Alors, maintenant, quelle est la tendance? De toute évidence, elle est pour l'instant à la correction. Sur les indices américains, c'est très évident, dans le sens où, attention, quand je dis à la correction, ça ne veut pas dire qu'elle est à la baisse, hein, qu'on soit bien d'accord. On peut, à l'intérieur même d'une phase de correction, avoir des mouvements de hausse. Pour l'instant, à partir du moment, de toute façon, où le S&P et les indices américains n'auront pas franchi certaines résistances et ne seront pas logiquement revenus sur leur plus haut d'avant-crise de 2022, on ne pourra pas encore envisager une véritable reprise pérenne haussière. La question que tous les investisseurs se posent très légitimement, c'est où on en est maintenant, après une année 2022 chahutée et un début 2023 qui a plutôt été positif. Est-ce qu'on a les moyens, finalement, de croire en ce positif et de penser que le pire est maintenant derrière nous? Ou est-ce qu'au contraire, on est dans un rebond, peut-être un petit calme avant une nouvelle tempête? Et à cette question, je n'ai pas, moi, aujourd'hui, directement la réponse. En revanche, je peux donner des indications techniques et des éléments qui vont nous permettre de nous positionner, quoi qu'il en soit, dans un sens ou dans l'autre, en fonction de ce qu'on appelle, nous, des balises. Maintenant, si on fait un tour d'horizon des indices, là, tu nous as mis le S&P. Bon, le S&P, comme tu l'as dit, c'est l'indice de référence et américain et quasiment mondial, puisqu'il regroupe 500 des plus grosses valeurs américaines, d'une part. Ensuite, c'est un vrai mélange, le S&P, entre le Nasdaq et le Dow Jones. Pourquoi? Parce que tu as énormément de valeurs du Nasdaq, dont les grosses capis qu'on appelait les ex-GAFAM, hein, finalement, parce qu'aujourd'hui, les GAFAM, Google est devenu Alphabet, Facebook est devenu Meta. Les Man-Man. Voilà, les Man-Man, enfin bon, si tu veux. Donc ces valeurs-là se trouvent au sein du S&P, tout comme les grosses valeurs du Dow Jones. Donc le S&P est vraiment à cheval entre le Dow Jones, qui est l'indice empirique américain, si tu veux, le plus ancien indice, assez traditionnaliste, avec des valeurs industrielles dedans, mais de grosses valeurs quand même. Et le Nasdaq, qui lui, comme on le sait, est un indice à tendance technologique, qui va regrouper notamment les GAFAM et de grosses valeurs technologiques au sein de l'indice. Il faut savoir autre chose. Pour parler des ex-GAFAM, comme tu dis, il faut aussi se rendre compte, parce que c'est peut-être intéressant que les gens qui nous suivent le sachent, du poids, en fait. Parce qu'un indice, si tu veux, c'est un ensemble d'actions qui est pondéré. Chaque action au sein d'un indice ne va pas peser le même poids en fonction de sa capitalisation. Aujourd'hui, à titre d'ordre d'idée, les ex-GAFAM vont peser, et encore maintenant Facebook, Meta a un peu descendu, il y a des valeurs comme Nvidia, etc., qui sont passées devant, mais si tu prends les 5 grosses valeurs américaines, elles vont représenter 50% du Nasdaq, quasiment, c'est quand même énorme. C'est-à-dire que elles vont peser autant que sur le Nasdaq 100, que les 95 autres, alors que sur le S&P, qui est quand même un indice dans lequel tu as 500 valeurs, elles vont peser pas loin de 20% du S&P. Ça, c'est pour donner un ordre d'idée comparatif du poids de certaines valeurs. Autre chose, le Nasdaq, tu verras, est toujours en valeur absolue l'indice qui va performer ou sous-performer le plus. Alors justement, on va passer à l'écran voilà. sur le Nasdaq. Voilà. Donc là, je ne passe pas par l'onglet recherche, hein, puisque j'ai déjà préparé ici la plateforme avec les différents sous-jacents sur lesquels nous allons passer. Donc ici à l'écran, je vous ai mis donc l'US Tech 100, c'est-à-dire donc le Nasdaq 100. Parfait. Donc là, de la même manière, si tu pouvais le resserrer un peu dans un premier temps pour qu'on voit encore un peu plus à l'image du S&P, pour qu'on puisse voir, si tu veux, le sommet de fin 2021. Alors on va changer, on va le placer en journalier. Parfait, voilà, parfait, ok. Donc c'est très bien. Ici, on va s'attarder un peu plus sur le Nasdaq. D'abord, le Nasdaq, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'indice qui va, en valeur absolue, très souvent surperformer le marché. Autrement dit, dans des marchés haussiers, on va très souvent retrouver le Nasdaq en tête de liste. Et c'est le cas d'ailleurs actuellement sur 2023, sur le premier trimestre. Et quand on est dans des marchés baissiers, on va également le trouver en tête de liste, cette fois en tête de liste, on va dire, en lanterne rouge, puisque l'année dernière, c'est quand même l'indice qui a perdu pas loin de 30%. Et on le voit d'ailleurs sur le graphique, que la baisse a été un peu plus forte sur le Nasdaq et un rebond qui est pour l'instant un petit peu moins intense. Maintenant, tu vois que si on regarde ici, ces sommets-là, on peut déjà déterminer, que tu vas peut-être nous tracer pendant que je continue d'expliquer, une droite de tendance baissière. Donc c'est tout simple, mais en analyse technique, c'est pas ce qui est simple qui est forcément le moins efficace. Et on voit que cette droite de tendance baissière, qui a quand même capé l'avancée du Nasdaq pendant un certain temps, voilà, on voit quand même 4 points de contact minimum, on voit qu'on s'en est affranchi. C'est un premier signal qui peut nous donner un petit peu d'optimisme, et en tout cas à court terme, à savoir, pour l'instant, le Nasdaq a l'air d'avoir des velléités de rebond qui sont intéressantes. D'autre part, le Nasdaq étant l'indice le plus en retard aujourd'hui sur ses plus hauts d'avant-crise, ça reste un indice qui peut peut-être profiter d'une accélération haussière aussi plus importante.
encore une fois, comme tu l'as dit tout à l'heure, on n'est pas là en train de donner des conseils, on est juste en train de faire une analyse et de donner des avis. Il est extrêmement difficile aujourd'hui de se prononcer suffisamment clairement sur une tendance indicielle en ce début d'année 2023, puisqu'on a des informations un peu qui vont à contre-courant voilà, on a économiquement, on peut pas dire qu'on est rassuré par tout ce qui se passe. Est-ce qu'on a déjà pricé beaucoup de choses, hein? Quand on dit pricé, c'est-à-dire est-ce que le marché a déjà intégré toutes ces mauvaises informations? Est-ce qu'on est à l'abri de la récession? Où est-ce qu'on en est avec les taux? Est-ce qu'on sait déjà jusqu'où la Fed va vouloir monter ses taux? Pour l'instant, c'est trop tôt pour se prononcer. Pour autant, et je ne sais pas si tu préfères qu'on regarde ça sur des indices ou si on rentre sur du cas par cas pour essayer de voir... On peut justement faire juste un bond sur le Dow Jones. Voilà, ici. Alors voilà. pareil, on est en journalier. Je dézoome au maximum. Oui, voilà. Donc là, exactement de la même façon, on voit sur les 3 indices, on a la même configuration, à savoir une année 2022 qu'on voit ici, en fait, en phase de consolidation, et puis un rebond depuis 2023, plus ou moins intense selon les indices. On voit que le Dow Jones, lui, a rebondi quand même en amplitude un peu plus fortement que les 2 autres, d'accord ? Et marque aussi ici ce qu'on appelle, nous, si tu veux, une phase de consolidation en 3 temps. Voilà. Et les phases de consolidation en 3 temps sont assez souvent révélatrices d'un potentiel haussier à revenir derrière, qui pourrait être intéressant. Si tu veux, tu peux tracer la même droite de résistance que tu avais tracée sur le Nasdaq, parce que là, je pense qu'on va, à vue d'œil, je pense qu'on va aussi avoir droit... Je prends le plus haut ici. Voilà, tu prends le plus haut, tu passes par les plus hauts là, et normalement, ça devrait coller. Voilà, exactement. Voilà, arrête-toi là, c'est parfait. Là, si tu veux, on a un exemple de cas d'école technique, à savoir une droite de résistance importante que le Dow Jones est venu dépasser. Et cette droite de résistance devient ce qu'on appelle une borne de polarité chez nous, c'est-à-dire que cette droite de résistance va, une fois qu'elle a été dépassée, venir jouer le rôle de support. Voilà, exactement sur les points que tu peux montrer là, à 2 reprises. Ça aussi, c'est un signal un petit peu plus marqué d'un potentiel de reprise, en tout cas pour le moment, qui ne vient pas être tout de suite remise en cause. Ce qu'il faut enfin savoir, avant qu'on passe peut-être au cas par cas, c'est qu'aujourd'hui, on est très clairement dans un contexte de marché assez trouble et difficile, où peut-être que favoriser ce qu'on va appeler le stock picking, à savoir choisir quelques valeurs au cas par cas, en regardant celles qui pourraient nous paraître intéressantes, pour quelles raisons, nous semble un peu plus judicieux que de se dire bah écoutez, là, c'est facile, ça monte, ou bien là, c'est facile, ça baisse. Les marchés européens qui ont rebondi davantage font face à des zones de résistance importantes. Tout le monde sait que le CAC revient sur son plus haut historique. Il est beaucoup trop tôt aujourd'hui pour véritablement se prononcer sur le directionnel qu'on va prendre, déjà, ne serait-ce qu'au second semestre, qu'au 2e trimestre qui a déjà commencé. Donc, simplement pour résumer, Marc, donc là, on a pris une vision globale des marchés, des marchés US. On va regarder donc 3 actions sur différents secteurs. On va prendre Microsoft, on va parler de Tesla et on va parler également de McDonald's. Alors, par rapport à ça, comme je disais en préambule, tu es un spécialiste aujourd'hui des turbos. Le turbo, c'est quoi en soi? Comment ça fonctionne? Alors un turbo, Christophe, c'est ce qu'on appelle nous un produit dérivé qui va fonctionner selon des spécificités qui lui sont propres. Pour autant, le turbo est un produit qui va être rattaché à un sous-jacent. Donc, pour ceux qui se demanderaient ce qu'est un sous-jacent, en bourse, un sous-jacent, c'est tout ce qui peut être coté, aussi bien un indice, donc on l'a dit, on l'a vu ensemble, donc ça peut être du Nasdaq, du CAC 40, du Dow Jones, ça peut être une action, on va le voir là, ça peut être Microsoft, Tesla, McDonald's, mais ça peut aussi être très bien Renault, voilà, etc., ou même des valeurs européennes. Ça peut être une matière première, un sous-jacent, ça peut être l'or, l'argent, le pétrole. Oui, qui est très populaire actuellement, l'or d'ailleurs. Ah oui, les derniers mouvements qu'on a connus cette semaine. Tout à fait. L'or est en train de marquer une phase d'accélération. Le pétrole a, lui, marqué plutôt une phase de décélération. Mais ce sont de toute façon, de façon assez continue, des actifs qui sont très surveillés et sur lesquels il y a toujours beaucoup d'investisseurs sur l'un comme sur l'autre. Et il y a également le marché des devises, donc le marché d'échange, sur lequel on peut également avoir des turbos. Par exemple, on peut avoir un turbo pour investir sur l'euro-dollar. Et on peut également avoir aujourd'hui via IG, et ça tu le sais aussi bien, voire mieux que moi, on peut aussi avoir des turbos sur de la crypto-monnaie, puisque que ce soit sur le Bitcoin ou l'Ethereum, tu me dis si je me trompe. Voilà. Alors, le turbo en soi, oui, donc alors, les caractéristiques... Voilà, alors le turbo, ça fait partie déjà de la famille des produits à effet de levier. Ça veut dire qu'il faut envisager l'effet de levier comme un coefficient multiplicateur et qui va jouer aussi bien
pour toi, si tu es dans le bon sens, mais il peut également jouer contre toi, si tu es dans le mauvais sens. En faveur ou en ta défaveur. Ça serait trop facile, voilà. Mais il va décupler ta performance, qu'elle soit bonne ou mauvaise, en fonction du levier que tu vas choisir, avec plus ou moins d'amplitude. Alors justement par rapport à ça, Marc, oui. J'aime bien la métaphore que tu utilises assez régulièrement pour expliquer ce qu'est un turbo, enfin en tout cas le fonctionnement du turbo, puisque sur ce produit, on a ce qu'on appelle une barrière de désactivation, qui agit en soi comme un stop, si on parle en langage boursier. Mais la métaphore, c'est cette métaphore du ventilateur, pour bien expliquer le fonctionnement. Alors oui, tout par à fait. rapport à la démultiplication, à l'effet de levier sur la performance. Alors justement, avant la métaphore elle-même, comme tu l'as dit, rappelons juste que l'effet de levier, il est, j'allais dire, pas fixe dans le sens où, en fonction, et c'est là que tu vas peut-être nous le montrer tout à l'heure sur la plateforme, en fonction de ta stratégie, tu vas avoir plusieurs effets de levier possibles, puisque plusieurs barrières possibles. Ce qu'il faut comprendre, c'est que, donc, comme tu l'as dit, la barrière désactivante est un niveau donné qui fait partie des spécificités du produit, donc du turbo, qui est le niveau clé qui va à la fois te donner le prix de ton produit, le levier de ton produit, et qui va également déterminer le choix de ta stratégie, parce que si cette barrière est touchée un seul instant, tu vas perdre l'intégralité de ton investissement. La métaphore dont tu me parles, parce que parfois des gens se disent « Très bien, j'ai l'impression que telle valeur va monter ou baisser, et j'aimerais bien me positionner sur un turbo pour jouer cette hausse. Je vois que vous avez plusieurs barrières, avec plusieurs leviers, je ne sais pas à quoi ça correspond, comment ça fonctionne, qu'est-ce que ça veut dire ?» Bon. La métaphore dont je parle, c'est, je dis aux gens que je forme en général, imaginez que vous ayez un ventilateur en position ouverte, sans grille, hein, évidemment, on va comprendre pourquoi, et une feuille de papier. Moi, je vous donne la feuille de papier, je vous dis, positionnez la feuille de papier devant le ventilateur et lâchez-la, en essayant de faire en sorte que la feuille de papier soit projetée le plus loin possible. Cette feuille de papier, ça va représenter un petit peu votre barrière, en fait, votre levier, et le ventilateur va représenter votre barrière. Plus vous allez vous rapprocher, en fait, de la barrière, plus vous allez augmenter votre potentiel de gain, c'est-à-dire que vous allez augmenter l'intensité qui va propulser votre feuille. En revanche, vous allez également augmenter le risque de voir la feuille toucher le ventilateur et donc se faire déchiqueter, donc de perdre l'intégralité de votre montant. Plus je vais éloigner ma feuille, moins je vais prendre le risque d'être désactivé, mais moins je vais projeter ma feuille loin. Le turbo, c'est la même chose. Plus ma barrière va être proche des cours de mon sous-jacent, plus je vais avoir un potentiel de levier intéressant, mais également plus je vais prendre le risque de voir ma barrière atteinte. Et c'est de cette façon-là qu'il faut envisager le choix de la barrière, entre autres. Après, évidemment, les autres données à prendre en compte, c'est votre conviction dans le directionnel et votre timing aussi. Est-ce que vous pensez que le titre sur lequel vous voulez vous positionner va monter immédiatement ? Auquel cas, peut-être essayer de vous positionner sur une barrière un peu plus agressive. Ou est-ce que vous pensez qu'il va peut-être encore corriger un petit peu et vous préférez écarter un petit peu le niveau de la barrière pour donner la possibilité au sous-jacent de corriger ? Et dans ce cas-là, pour prendre un peu moins de risques en fonction de votre stratégie. Justement, c'est ce qu'on va voir en détail sur l'exemple suivant. Donc là, on a vu les indices, on a fait un tour d'horizon des indices. Je rappelle qu'on est en direct sur les marchés. On va prendre la première action, Microsoft, et prendre un scénario. Notamment, on va illustrer justement une anticipation de marché par rapport à une prise de position sur un turbo. Ici, donc, on a le graphique. Là, on est en journalier. Alors, je ne sais pas si tu souhaites raccourcir ce graphique. Juste une fois rapidement, pour que les gens voient qu'effectivement, Microsoft n'a pas échappé à la règle qu'on a vue tout à l'heure en regardant les indices, qui est tout à fait logique, puisque Microsoft est une des plus grosses capitalisations américaines. Donc, effectivement, si tu resserres un tout petit peu, on va voir que le titre étant toujours inscrit dans une tendance haussière de fond positive, on reprend quasiment le schéma qu'on a retrouvé précédemment sur les indices. Oui, et là, on a à la fois la structure de baisse du Nasdaq, puisqu'évidemment, le Microsoft est une des plus grosses capitalisations du Nasdaq, mais on a également la structure qu'on avait sur le Dow Jones au niveau du rebond en pullback, tu vois, ici. Alors, je mets le Dow Jones à l'écran. Voilà, et si on voit le Dow Jones ici, on voit, tu vois, qu'on l'avait montré, ici, le rebond en pullback sur la résistance. Et si tu remets Microsoft, on va voir la même chose, c'est-à-dire qu'on voit que après avoir dépassé sa résistance, on voit que le titre est venu, tu vois, donc il dépasse la résistance. Donc là, tu as un premier signal haussier qui peut te mettre un peu en confiance. Sachez, et ça je le dis parce que pour le coup, mon expérience est suffisamment
avéré sur ce point-là. Quand on a le pullback ici, tu vois, si tu peux le montrer, voilà, ici, c'est-à-dire que, tu vois, on dépasse la droite, on corrige, et on corrige quand même assez fort, hein, mais malgré tout, malgré cette correction forte, on vient à nouveau s'appuyer sur cette droite, qui était une résistance qui devient support, et là, moi, ce que je conseille très souvent, c'est que sur un pullback comme ça, c'est-à-dire confirmation du scénario qu'on avait, il ne faut pas hésiter à rentrer en position. Et si on était rentré en position avant le pullback, quand il y a un pullback, en général, la meilleure stratégie, c'est de se renforcer et d'accumuler un petit peu parce qu'on a, si tu veux, un petit peu plus de conviction dans notre directionnel. Alors, si on prend le marché en direct, oui. Là, c'est vrai qu'on a rebondi donc, sur ce support, résistance qui est devenu donc, support ici. Oui. Là, actuellement, donc McDonald's... Non, on est sur Microsoft. Là, hein. Pardon, ouais. Microsoft. Quel scénario pourrait-on envisager ici sur Microsoft ? Eh bien, ce que je te propose qu'on fasse, moi, je vais vous donner un petit peu peut-être mon sentiment, qui vaut ce qui vaut, étant donné que c'est le mien et que je m'engage à le donner. Maintenant, je pense que d'un point de vue didactique, ce qui serait intéressant de voir ensemble, c'est en fonction, parce que peut-être que des gens qui nous suivent vont dire non, moi, à Microsoft, j'ai envie de l'acheter. D'autres vont dire, moi, je préfère le vendre. On va regarder, selon l'un ou l'autre des scénarios, comment on pourrait se positionner à travers la plateforme sur un produit adapté. Imaginons, par exemple, ce qui serait peut-être un peu mon sentiment, qu'à court terme, on estime que la hausse n'est pas encore tout à fait terminée et qu'il y a peut-être un potentiel, disons, pour atteindre les $300 sur la valeur. Au vu, justement, de ce qu'on a vu, à savoir cassure d'une résistance, rebond en pullback et valeur quand même solide malgré tout. Donc, à partir de ce moment-là, ça veut dire que je vais peut-être jouer encore un petit mouvement haussier. Donc, je vais me positionner, évidemment, pas sur un short, mais sur un long, puisque mon intention, c'est de me positionner à la hausse. D'ailleurs, juste, je te coupe quelques secondes, Marc. J'ai affiché ici à l'écran, puisqu'on a la possibilité sur un graphique, là en l'occurrence donc sur Microsoft, d'afficher également les différentes barrières de désactivation disponibles sur les turbos. Donc, vous avez pour un scénario haussier les turbos longs qui se situent donc en dessous. La barrière de désactivation se situe en dessous du cours actuel. C'est ce qu'on retrouve ici donc sur le graphique. Et si vous êtes plutôt dans le cadre d'un scénario baissier, c'est-à-dire un turbo short, vous allez retrouver donc les différentes barrières de désactivation au-dessus donc du cours actuel. Je te redonne la main, Marc. Oui, tout à fait. Donc là, c'est très bien, tu m'as devancé, mais ce qui est intéressant, c'est que via la plateforme d'IG, on a tout de suite une vision, comme tu l'as montré ici, de où se trouve chaque barrière en fonction des cours du sous-jacent. Pour nous, par exemple, qui sommes analystes techniques, c'est extrêmement utile parce que c'est une vision graphique qu'on va avoir et on va très vite savoir où va se situer, par exemple, ce qu'on appelle notre stop, à partir de quand on envisage que notre scénario n'est plus valable et on va évidemment choisir une barrière en fonction. Tu l'as dit, prenons le premier cas où on préfère jouer la hausse de Microsoft. Évidemment, on va prendre une barrière sur un turbo long, donc la barrière va être sous les cours actuels du sous-jacent. Il est évident que cette barrière doit être choisie notamment en fonction d'un niveau de stop assez fort qu'on voudrait envisager. Pourquoi ? Parce que si on décide de ne pas mettre un niveau de stop intermédiaire, ça veut dire qu'on prend le risque d'être désactivé. On se sert de la barrière comme niveau de stop, auquel cas on perd 100% de notre investissement. En revanche, la stratégie la plus pertinente pour un investisseur turbo, c'est de choisir sa barrière sous le niveau de stop pour éviter justement la désactivation. Donc, sur Microsoft, on a, nous, ce qu'on appelle un overlap assez fort. Donc, est-ce que tu peux me tracer une horizontale, toute simple, qui passerait un petit peu par le dernier sommet là de... Là où est la souris actuellement, ici, là, sur ce Voilà, sur en fait, ce non, niveau. un peu plus bas, je vais te montrer. Prends-moi l'horizontale, une horizontale. Je vais la placer avec toi. Voilà, un peu descends un tout petit peu. Sur la plateforme. Voilà, là, ici. Voilà. Vous avez la possibilité, comme je suis en train de le Exactement, faire, ici, c'est parfait. de dessiner vos droites de tendance, les canaux, etc. Donc ici, on se place ici. Voilà, on se place ici parce que c'est ce que nous, on appelle une zone d'overlap, c'est-à-dire, tu vois, c'est la zone qui avait arrêté la première jambe de rebond en courant février, entre février, voilà, première quinzaine de février. Voilà, si tu vas un peu plus à gauche, ici, voilà, là, ici, on voit que cette droite-là avait arrêté les velléités acheteuses à ce moment-là. Puis, on l'a dépassée, et à partir du moment où on l'a dépassée, on voit que on est venu s'appuyer dessus en pullback, donc c'est ce que nous, on appelle un overlap. Cette zone pourrait délimiter un stop, par exemple, assez intéressant, pertinent, techniquement, ce qui voudrait dire qu'il vaudrait mieux prendre une barrière qui se situe sous le stop. Qu'est-ce qu'on a ? On a, sur ta plateforme, on voit que très rapidement, on a la partie graphique et sur la partie logistique, on voit les produits et on voit le levier indiqué.
C'est ce qu'on a ici, hein, sur la droite. Alors, je ne sais pas si à l'écran on voit, parce que là on a une petite coupure sur la droite sur l'écran. D'accord. Mais en effet, vous avez les différents turbos disponibles. Là, j'ai cliqué tout à droite sur turbo long. Et vous avez ici donc tous les turbos disponibles. C'est ce qu'on les retrouve d'ailleurs ici, hein, au niveau graphique. Vous avez les différentes barrières donc, qui sont affichées. Et vous avez la possibilité donc, de choisir ici, à la négociation, un turbo avec sa barrière de désactivation et le levier qui lui est indiqué et calculé en temps réel. Donc là, dans le cadre de ce scénario, Marc, oui. Ici on a tracé donc, une droite oui. qui est un support hein, en quelque sorte, et sur lequel on voit d'ailleurs qu'il y a une barrière de désactivation, un turbo disponible. Est-ce que toi, dans ta stratégie, est-ce que tu prends une barrière de désactivation sur ce niveau ou éventuellement on choisit une barrière de désactivation un petit peu plus éloignée? Alors justement, pour rejoindre ce que je disais tout à l'heure, il faut choisir une barrière plus éloignée. La personne qui souhaiterait choisir la barrière sur ce niveau, c'est une personne qui va prendre un risque plus important, qui doit elle-même s'engager et comprendre qu'elle s'engage à pouvoir perdre l'intégralité de son investissement, ou en tout cas une majeure partie, parce que c'est un stop, ce qu'on appelle nous une barrière assez serrée. En revanche, si tu prends la barrière suivante, tu vois, qui est à 258, celle qui est ici, voilà. Elle est déjà assez confortable, puisqu'elle est assez éloignée de ce que nous, on va appeler notre niveau de stop, qui se trouve sur l'overlap. Pour autant, elle nous fait profiter d'un effet de levier de 11, ce qui est quand même pas du tout anodin, ce qui signifierait que, alors évidemment, hein, on va être tout à fait transparent, ce qui signifie que si jamais Microsoft devait prendre par exemple 4%, ce qui n'est pas phénoménal pour une valeur comme Microsoft, ton turbo, lui, prendrait environ 40%, d'accord ? Alors à l'inverse, parce qu'il faut bien savoir, si Microsoft venait à corriger, et par exemple si Microsoft perdait 3%, tu serais en train de perdre 33% à peu près. Il faut bien savoir ça, que le levier ne va pas jouer pour toi uniquement si tu es dans le bon sens, il va venir impacter ta position, que tu sois dans le bon ou dans le mauvais sens. Alors justement, ici j'ai mis à l'écran donc, le turbo. Vous voyez, quand vous cliquez donc, sur le passage d'ordre, vous avez la possibilité donc, d'ouvrir une position sur le turbo. Je rappelle que la valeur du turbo, elle est calculée entre le cours actuel de la valeur, en l'occurrence ici Microsoft, et le niveau de barrière de désactivation. Donc plus vous allez vous rapprocher de la barrière de désactivation, et plus le prix du turbo va se rapprocher de zéro. Et en effet, si on vient toucher cette barrière de désactivation, cela va donc désactiver le produit de façon définitive. L'avantage, je dirais, du turbo, c'est que ça vous permet d'investir sur des valeurs. Vous voyez ici la valeur Microsoft est à plus de 283 $. Là, ça vous permet d'investir, je dirais, d'avoir la même exposition dans le marché sans avoir à investir la totalité du montant de cette position, mais uniquement d'investir le delta entre le cours actuel et le niveau donc, de désactivation du turbo. Donc, si je souhaite passer un ordre d'achat, puisque là, ici, ce turbo, donc, on l'achète, je clique donc, sur achat. Vous avez ici la fourchette de négociation du turbo qui apparaît. Vous avez la possibilité, comme sur une action, par exemple, de placer différents types d'ordres. Ici, on va placer un ordre au marché, c'est-à-dire que nous allons exécuter l'ordre de façon immédiate. Je vais saisir une quantité. Ici, par défaut, j'ai 1000 turbos, mais bien sûr, je peux adapter la quantité, la taille de ma position par rapport à la taille globale de mon portefeuille. Vous avez ici la valeur notionnelle. Donc là, on est sur un compte de démonstration, bien sûr, je le rappelle. On est un petit peu plus de 10 000 €. Je fais aperçu de l'ordre, puis placer un ordre, et mon ordre est exécuté. Voilà, donc là, je suis en position sur le turbo. Donc bien sûr, si la valeur Microsoft arrive ici à toucher la barrière de désactivation, eh bien ma position vaut 0 et donc est désactivée de façon définitive. Néanmoins, je garde la main à tout moment sur cette position puisqu'on a tracé tout à l'heure ici un niveau de résistance, un niveau de support, pardon. Cela veut dire qu'à tout moment, je ne suis pas obligé d'aller toucher la barrière de désactivation et me dire j'ai perdu l'intégralité de ma position, mais je peux bien sûr placer un ordre stop. Tout à fait. Et tu peux, et là, en l'occurrence, tu dois. Donc, comme tu l'as dit, si jamais Microsoft venait à revenir jusqu'au 258, tu perdrais l'intégralité. Mais comme tu es un gestionnaire pertinent, intelligent, tu ne vas pas attendre que Microsoft revienne à 258. Si tu vois que Microsoft repasse sous les 270, qui est le niveau clé que tu t'es donné, toi, pour te dire que tu t'es trompé dans ton directionnel, tu vas à ce moment-là couper pour au moins récupérer une partie de ton investissement. Alors, la position, on la retrouve sur la gauche, sur la plateforme, dans position. Vous voyez qu'ici, actuellement, donc, nous sommes long de 1000 turbos. Turbo long, donc sur la valeur Microsoft. Et bien sûr, vous avez les gains et les pertes qui, elles, évoluent en temps réel.
Et comme je vous disais tout à l'heure, vous gardez la main, quoi qu'il arrive sur votre position. Ici, je vais prendre un exemple de revente au marché. Donc, comme tout à l'heure, j'ouvre mon ticket d'ordre. J'ai ici le type d'ordre au marché. Il me suffit de descendre, faire aperçu de l'ordre, puis de placer un ordre. Donc là, voilà, ma position a été clôturée. Donc, je n'ai plus de position sur Microsoft. Je te propose, Marc, on va prendre un autre exemple, également de négociation. Donc, je reviens sur ici l'espace de travail. On regarde Tesla ? Oui, regardons Tesla. Pendant que tu me resserres un peu le graphe, tu parlais des avantages du turbo. Il y a peut-être deux choses qu'il faudrait préciser aussi. Alors, parmi les avantages, comme tu l'as dit, c'est de pouvoir investir, par exemple, sur une valeur comme Microsoft, qui est une valeur américaine, qui peut coûter un certain prix, et de façon, j'allais dire, beaucoup plus accessible. Autre chose, le turbo permet d'intervenir déjà sur un grand nombre de sous-jacents, y compris de différentes classes d'actifs. On l'a vu, ça peut permettre d'intervenir sur l'or, sur le pétrole, ça peut également permettre d'intervenir sur de la crypto, et tout ça uniquement en ayant un compte en euros. Ça aussi, c'est intéressant, parce que certains se disent, bon, ben moi, la crypto, très bien, ok, mais je ne sais pas trop c'est quoi le Bitcoin, avoir un wallet, etc. Par exemple, je n'ai absolument rien, ni contre les wallets, ni contre la crypto, c'est juste pour expliquer un des avantages du turbo. Un autre, et comme on l'a vu, et comme on va le voir notamment ici sur Tesla, c'est qu'il peut permettre de se positionner aussi bien à la hausse qu'à la baisse, et donc de profiter d'un mouvement de marché, quel qu'il soit, haussier ou baissier. Et une dernière chose qu'on n'a pas précisé, et c'est peut-être une erreur de ma part, et on l'a vu, c'est que le levier d'un turbo n'est pas fixe. Autrement dit, si on se positionne, là on va regarder sur un turbo comme tout à l'heure avec un levier 11, en fonction de l'évolution des cours du sous-jacent, le levier va soit diminuer si on s'éloigne de la barrière, soit augmenter à nouveau si on se rapproche de la barrière. Parce que ça aussi, les gens ne le savent pas forcément. C'est pas parce qu'au moment où là, toi et moi, on regarde par exemple les turbos longs sur Tesla, le turbo de levier 9 avec la barrière à 181 va peut-être passer à 8 puis à 7 si Tesla monte, et il va peut-être passer à 11, 12, 13 si Tesla baisse. Ce qu'il faut préciser, c'est plus on se rapproche du niveau de désactivation, et plus l'effet de levier est important. Voilà, exactement. Ce qui veut dire que si l'effet de levier est plus important, le risque également de désactivation, là aussi, est plus imminent. Évidemment, ça fait partie de la contrepartie. De perdre la position. Voilà. Donc là, maintenant, on va faire l'état des lieux sur Tesla, comme on l'a fait tout à l'heure, et on va essayer d'envisager un scénario. Quand tu l'as resserré, on voit que comme toutes les valeurs, ou en tout cas une grande partie des valeurs, Tesla a marqué un point haut entre et là, pour le coup, c'était plus fin 2021 que début 2022. Et puis, à partir de là, Tesla a entamé une grosse phase de correction. Cette grosse phase de correction a été accentuée par une phase baissière, la dernière phase baissière ici, voilà, tout à fait, qui était encore un peu plus marquée, et qui est venue, alors certains aiment bien les niveaux qu'on dit psychologiques. Moi, j'avoue que j'ai un peu de mal avec, mais de temps en temps, comme là, ils peuvent avoir un petit effet. Donc Tesla est revenu sur les $100 finalement, avant de décider de rebondir, comme si Elon avait décidé qu'on ne devait pas passer en dessous des $100. À partir de là, Tesla s'est mis à rebondir. Le rebond de Tesla devient assez intéressant, parce que l'amplitude du rebond que tu vois ici nous semble assez conséquente au regard de toute la baisse qui précédait. Est-ce que ce rebond veut dire que c'est la fin de la baisse et que Tesla va repartir sur un biais haussier plus pérenne? Pour l'instant, on ne le sait pas. En revanche, ce qui, moi, me semble intéressant, c'est la chose suivante. Dans la configuration qu'on a actuellement, dans un premier temps, si tu veux, à plus court terme, on voit qu'on a eu, après le rebond, une première correction, d'accord, qu'on a ici. Voilà. Et après cette correction, on a eu une autre tentative de reprise haussière, d'accord, c'est-à-dire que le rebond s'est dit, peut-être que je vais reprendre un petit peu de momentum et d'amplitude. Sauf que, au vu des derniers jours, et notamment à l'heure où on se parle, toi et moi, Tesla est en train de perdre plus de 3%, ça veut dire que, pour l'instant, on est toujours dans cette phase de temporisation. Autrement dit, mon avis sur Tesla, à court terme, il est baissier parce que je pense qu'on va rester pour l'instant dans ce petit canal correctif. Alors, traçons-le, le canal, puisque tu peux nous tracer un petit canal. Donc, c'est un petit canal à court terme qui passe par les deux derniers sommets, et on va tracer la parallèle, ce que nous, on appellerait un drapeau. Alors, pour l'instant, il est beaucoup trop tôt pour valider véritablement cette figure, mais avec un peu d'expérience, on va Voilà, donc voilà, tu pars de là à là, et tu traces après la parallèle qui va passer par le point bas, un peu plus bas ici, voilà donc, ou un peu plus haut, si tu veux, pour pas mordre, je le mettrai un tout petit peu plus haut, encore un tout, voilà, ici, parfait. Donc là, on a ce drapeau potentiel à l'intérieur duquel on est. Deux choses, à très court terme, j'aurais plutôt tendance à penser que Tesla va continuer sa correction pour revenir tester éventuellement le bas de ce drapeau. En revanche, et là où je me prononcerai un peu davantage,
j'ai très rarement vu des phases de rebond avoir lieu en ce qu'on appelle, nous, une jambe, un mouvement, une vague. La plupart du temps, un mouvement de rebond doit prendre place en 3 temps minimum. Ce qui voudrait dire que, sur du plus long terme, on peut encore rester optimiste et se dire que la première jambe de rebond qu'on a eue très forte, tu sais, avant cette entrée dans le drapeau, voilà, la phase qu'on a ici, a des chances de donner lieu à une autre vague à peu près de la même intensité qui nous permettrait à ce moment-là de profiter d'un mouvement de hausse. Maintenant, l'idéal, à court terme, c'est pour l'instant, soit de rester prudent, soit éventuellement de se positionner sur un des turbos que tu nous montres short pour jouer la faiblesse des cours actuels en se disant qu'on va peut-être revenir sur le bas du canal, puisque ça sera déjà, en termes de potentiel de gain, intéressant. Donc là, Marc, on parle on partirait sur un short. Oui. Donc ici, là, j'ai réaffiché sur le graphique les barrières pour les différents turbos. Donc short, c'est ce qu'on a ici, donc au-dessus des cours actuels, avec les différentes barrières, sachant que la première barrière, elle est ici, elle est quand même assez proche. On voit qu'on est sur un effet de levier 7. La barrière est à 197. Sur quel scénario on pourrait envisager une entrée ici? Alors déjà, petite explication au passage, plus on va être sur des valeurs volatiles en général, plus le ratio distance, barrière et levier va être faible. Parce que la volatilité de la valeur en question va induire, alors que tu vois que sur Microsoft par exemple, on avait des leviers qui étaient un peu plus forts avec une distance de barrière qui semblait à peu près équivalente. Bon, ça c'est une parenthèse qui est fermée. Ici, justement, de façon très pertinente, comme tu nous l'as fait remarquer, les 2 premières barrières que je vois, moi, que tu vas indiquer, me semblent un peu proches, oui, en termes déjà alors les 2 premières, qui sont à l'intérieur de ton canal gris, tu vois, la première là, qui est à 197 et celle qui est à 202, me semblent un peu proches. D'abord parce qu'avec une valeur comme Tesla, on peut les atteindre très vite. La preuve, c'est que là, on se parle, la valeur perd 3%. Rien ne l'empêcherait de reprendre 3% demain. Et ensuite, parce qu'on serait toujours à l'intérieur du canal correctif. En revanche, si nous, on décide de jouer la baisse, de se positionner à la baisse plus précisément, en se basant sur la poursuite du drapeau, ça veut dire qu'il faut absolument qu'on ait notre barrière au-dessus du drapeau. Donc peut-être que la barrière la plus pertinente, la première, serait effectivement celle-ci, autour des 212, c'est ça ? 212. Voilà, 212, qui nous laisse un peu plus de marge de manœuvre. En positionnant un stop vraiment limite sur le haut de ton drapeau, qui fait que tu vas éviter la désactivation, mais tu vas quand même te donner un moyen de bénéficier, de profiter de la correction que tu penses être amenée à se poursuivre pour l'instant. Alors justement, je vais passer un ordre sur le turbo short, donc Tesla, la barrière ici que nous avons choisie. Juste au niveau du passage d'ordre, puisqu'il faut repréciser que les turbos sont des produits listés, donc sont soumis à des prospectus. Sur la plateforme IG, vous retrouvez ici, dans l'onglet Info, le document, le prospectus pour chacun des turbos donc émis et qui est proposé donc à la négociation sur la plateforme IG. Alors, si je reviens sur mon ticket d'ordre, on va comme tout à l'heure ouvrir une position au marché. Donc, je rappelle qu'ici, on est sur un turbo short, donc on anticipe une baisse des cours. Je vais donc placer ici, alors je vais réduire un petit peu la quantité, je vais mettre 500 turbos. Donc, je modifie simplement ici, voilà, la quantité. Je fais aperçu de l'ordre, puis placer un ordre. Donc, on retrouve l'ordre ici dans les positions. Enfin, on retrouve en tout cas cette position ouverte ici. Donc, nous sommes longs de 500 turbo short. Donc, nous anticipons donc une baisse des cours. Alors, il y a une fonctionnalité sur la plateforme IG. Parce que là, ici, on a donc ouvert une position. Logiquement, lorsqu'on ouvre une position, on prend également un objectif en termes de gain. Par exemple, ici, je ne sais pas, Marc, on prendrait cette bougie ici oui, je pense que par exemple, dans le meilleur des cas, qui peut le plus, peut le moins. Donc, dans un premier temps, on peut viser un retour sur les plus bas avec un potentiel sur le bas du drapeau, par exemple. Alors justement, je vais vous montrer qu'il y a une particularité sur la plateforme. C'est un outil qu'on appelle le pricer, parce que vous voyez qu'ici, donc, le turbo cote 4,30 €. Mais quel sera le prix de mon turbo si, en effet, on vient toucher ici le bas de cette bougie? On est sur un niveau de, on va dire, 164 $ sur la valeur Tesla. Eh bien, vous allez voir, je vais vous montrer, c'est très simple. Ici, on va choisir un ordre limité. Et au lieu de choisir une limite directement, on va utiliser le pricer. Je vais rentrer simplement la valeur du sous-jacent, en l'occurrence ici 164 sur Tesla. Et vous voyez que ça me calcule automatiquement le niveau
de mon turbo si Tesla descend donc à 164 $. Je fais ici copier sur mon ticket d'ordre. Cela m'indique automatiquement le gain ou la perte potentielle sur ma position. Je fais aperçu de l'ordre. Alors ici, je n'ai pas mis la bonne quantité, je vais mettre 500, puisque cela correspond à notre quantité donc, de turbo que nous avons pris donc, sur la plateforme. Je fais aperçu de l'ordre. Voilà, le gain ou la perte potentielle est représenté ici. Je fais placer un ordre. Voilà. Mon ordre, bien sûr, n'est pas exécuté. Il est positionné, il est en attente. Et donc, si en effet la valeur Tesla vient toucher 164, mon turbo vaudra donc 6,50, enfin 6,509 précisément. Et donc, ma position sera liquidée cette fois-ci avec un gain. Et comme tout à l'heure, je le reprécise, vous gardez la main quoi qu'il arrive sur votre position, c'est-à-dire qu'ici, nous sommes, vous voyez, toujours en position, bien sûr, sur le turbo Tesla. Je peux très bien modifier le niveau de sortie de mon turbo. Je peux supprimer ce niveau. Je peux, pourquoi pas, placer un ordre stop sur la position, notamment pour ne pas aller toucher la barrière de désactivation. Et puis, à tout moment, je garde la main. Vous voyez, si vous souhaitez revendre cette position, par exemple, au marché, cela est possible. On va sur ordre au marché et on y va. On liquide cette position. Alors, on va avancer un petit peu, Marc, parce qu'on risque d'être à la bourre. Je vais simplement vous montrer deux choses. Puisque, Marc, tu proposes donc des idées de trading auprès de la clientèle IG, mais également auprès de tout le monde, au travers du site IG, ce qu'on appelle les idées de trading. Les idées de trading, vous les retrouvez donc sur le site d'IG. Il vous suffit simplement ici d'aller, je vais vous montrer, hein, donc quand vous êtes sur le site, vous avez ici un petit plus, on clique, vous avez idées de trading, on descend, vous avez, alors attendez, je vais peut-être aller un peu vite, voilà, idées de trading, je n'ai pas cliqué sur le bon, idées de trading. Non, ça n'apparaît pas. Bon, c'est pas très grave. Mais vous avez un lien, normalement, qui vous permet d'aller vous inscrire aux idées de trading que vous recevez automatiquement sur votre email. Et donc, dès que Marc publie une idée de trading, vous la recevez dans votre mail avec, je vais vous montrer d'ailleurs un exemple. Voilà. Type de mail que tu envoies, Marc. Oui. Avec les différentes idées de trading. Là, la dernière, c'était une idée sur Telefonica. C'est une des dernières. C'est intéressant, finalement. Pourquoi c'est intéressant? Pas, évidemment, je prêchais ma paroisse parce que cette idée a bien fonctionné. Mais ce qui va être intéressant, c'est de permettre aux gens qui nous suivent de voir l'impact que ça peut avoir. Donc, on avait effectivement pris un turbo long sur Telefonica, c'est-à-dire qu'on jouait la hausse de Telefonica, qui est un peu l'équivalent du Orange espagnol. On voit qu'on avait un levier de 9. Hein, c'est marqué dans notre fiche produit ici, effet de levier 9. On indique bien que cet effet de levier est au moment où on a envoyé notre conseil. Ensuite, on a établi la stratégie, donc le prix d'entrée, donc en dessous, si tu descends un peu, on a la stratégie sur le produit lui-même, à savoir, on a un prix d'entrée, un objectif principal et un stop indicatif. Ensuite, si on descend, on va voir qu'on a expliqué, nous, notre prise de position. Hein. Là, on n'aura pas le temps de faire toute une analyse technique, mais on voit qu'on avait, sur le trait bleu ici, c'est ce qu'on appelle un overlap, si tu veux, comme on l'a vu tout à l'heure. Tu vois, l'ancienne résistance sur laquelle le premier rebond s'était arrêté et sur lequel Telefonica est venu rebondir. On avait fait cette idée, je pense, je ne sais plus si on regarde la date, c'était en mars, 21 mars, Marc, je crois. On va devoir malheureusement accélérer. En effet, hein, donc vous allez recevoir les idées de trading donc, directement par email lorsque vous inscrivez donc, aux idées, avec le détail. Hein, en effet, pour l'objectif, le détail donc, sur le turbo sélectionné par Marc. Je rappelle que ces idées, elles sont gratuites. Vous pouvez donc vous inscrire directement sur le site d'IG à la rubrique idées de trading en laissant simplement votre adresse mail, que vous soyez client ou pas client d'IG d'ailleurs. Ce service est complètement gratuit. Et puis pour terminer, je vous donne rendez-vous d'ici un quart d'heure pour la suite de la nuit du trading avec le live donc, qui continue sur YouTube et également sur la chaîne donc, BFM Business pour la dernière partie. Merci Marc. Merci Christophe. Pour commencer, le Bitcoin est une monnaie virtuelle.